Delphine Chaume, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, dans la thématique que nous abordons ce semestre sur les émotions, nous allons venir à traiter un bouquin de Laurent de Sutter qui s'appelle Indignation totale. Laurent de Sutter est philosophe, il est directeur d'une collection qui est très intéressante au PUF qui s'appelle Perspective critique, et en tant qu'auteur, donc, il nous a livré cet ouvrage Indignation totale. Mais ce qui est très intéressant, c'est le sous-titre, puisqu'il parle de l'addiction au scandale de notre époque, et il se place dans la position de témoin, chacun étant témoin de ce qui se produit aujourd'hui, à savoir que chaque matin, en se réveillant via les réseaux sociaux, via la radio, via la télévision, nous avons des raisons de nous indigner. Et ces effets provoquent sur nous une fatigue, une sorte d'épuisement sur lequel il a eu envie de réfléchir, non pas sur pourquoi s'indigner de quelque chose, mais qu'est-ce qui fait, quels sont les mécanismes qui créent l'indignation ? Oui, voilà, alors il est dans la même position que vous, que moi, que beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire qu'on se lève, on regarde les réseaux sociaux, ah, il y a un nouveau sujet d'indignation qui nous sort momentanément de l'espèce d'atonie un peu dépressive dans laquelle on est et dans laquelle on retombe très vite après cette indignation qui nous a sortis de cet état pendant quelques secondes. Et donc effectivement, il se dit, il ne faut pas se poser la question de pourquoi l'indignation, mais comment, c'est-à-dire comment elle opère. Et en même temps, il se dit, ah mais je me suis immédiatement demandé pourquoi, alors que c'est peut-être ça le cœur de l'indignation, c'est-à-dire qu'on est toujours à chercher des raisons à ceci, des raisons à cela, sans pouvoir s'arrêter. Et est-ce que finalement l'indignation ne serait pas l'aboutissement de la raison? C'est-à-dire qu'on a l'impression un peu que l'indignation c'est tout le contraire de la raison, que c'est uniquement émotionnel. En fait, ça serait la raison poussée à son extrême en quelque sorte. Et les réseaux sociaux n'ont pas forcément changé la donne par rapport à l'indignation, sauf à lui donner une plus grande caisse de résonance. En fait, ce qu'il dit, c'est que ce qui a changé, c'est que là où l'indignation était un cri primal, là, en fait, elle revêt tous les oripeaux de la raison, de l'argumentation, de la thèse, de la théorie, avec vraiment un langage très appuyé, quasiment des éléments de langage, on pourrait dire, de l'indignation. Et pour ça, il n'y a qu'à voir les individus sur les réseaux sociaux, les individus indignés, qui verbalisent leur indignation avec à l'appui des articles, des publications, etc. Que ce soit d'ailleurs des publications sérieuses ou non, là n'est pas tellement la question. Et en fait, tout ce qu'il y a de commun à travers les exemples qu'il prend, des exemples d'indignation très, très fortes, c'est que c'est le même schéma, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'important, de vital qui émerge et qui est arrêté en quelque sorte par la transgression de quelqu'un. Et autour de cette transgression, qui est argumentée, qui utilise les moyens de la raison, il y a les détracteurs de cette transgression qui utilisent les mêmes outils, c'est-à-dire ceux de la rationalité. Et donc il y a deux camps qui s'affrontent, deux camps de la raison qui s'affrontent, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui est véritablement raison, c'est-à-dire qui triomphe. Ouais. Il nous dit que l'indignation ne part pas des viscères, comme on pourrait le croire, mais effectivement qu'elle est construite en raison et par la raison. Il nie pas l'élément émotionnel aussi qui va s'insinuer à l'intérieur. Ce qui est intéressant, quand on prend la situation que vous évoquez, c'est-à-dire quelqu'un qui va transgresser, on a un cas archétypal presque aujourd'hui, c'est le cas de Donald Trump, parce qu'on a l'impression qu'il est la figure qui devait surgir dans la société de l'indignation. C'est quelqu'un qui transgresse, qui a une parole où il n'y a pas de surmoi, il dit les choses telles qu'il pense, et il a des fervents admirateurs et défenseurs qui sont derrière lui, qui font bloc, tandis qu'en face, certains évidemment s'offusquent de la politique qu'il mène, de sa grossièreté, sa vulgarité, et établissent entre eux, donc les détracteurs de Trump, une sorte de connivence par le rire. Et ça, c'est un autre élément d'indignation, le rire comme élément d'indignation.
Oui, alors effectivement, Laurent de Sutter prend comme exemple les late shows américains Oui. et notamment celui de Colbert. Donc en 2015, Colbert invite Donald Trump pour se moquer de lui, puisque en fait, quand même, Donald Trump, c'est le scandale, c'est quasiment l'incarnation du scandale. Et donc il l'invite et Colbert gagne doublement, c'est-à-dire que à la fois il gagne face à Trump, c'est-à-dire qu'il agrège toute sa communauté en fait de spectateurs autour de lui, et il gagne aussi grâce à Trump, parce que Trump sur les réseaux sociaux insulte Colbert par la suite, et la vidéo est vue des milliards de fois et fait un audimat absolument exceptionnel. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Donc, il faut savoir que les spectateurs, c'est assez homogène, des late shows, des hommes de 18 à 34 ans, blancs, avec des opinions libérales. CSP++. Voilà, exactement. Qui, finalement, incarne une sorte de suprématie intellectuelle, parce qu'il y a une double jouissance en fait pour les spectateurs, à la fois de rire, de hurler, de rire en fait conjointement avec Colbert pour triompher de la bêtise et de la vulgarité, comme vous l'avez dit, de Trump, et puis de faire partie d'une communauté qui comprend le monde de telle sorte qu'on peut s'en amuser, qu'on peut rire. Évidemment, en fait, ça a augmenté la fracture qui existait entre l'image du libéral du XXIe siècle, qui ne peut que se moquer de ceux qui ne sont pas comme eux, c'est-à-dire que de ceux qui n'ont pas justement toute cette hauteur de vue qui est en réalité condescendante et méprisante. Et c'est ce qui a été reproché à ces late shows aussi, c'est-à-dire que finalement d'avoir fondé l'électorat de Trump. C'est-à-dire que Slavoj Žižek, le philosophe, a même reproché à ces late shows d'avoir fait gagner Trump aux élections. Parce que quand on se moque de Trump, derrière Trump, on se moque des rednecks, des racistes, des homophobes, etc., qui se sont à leur tour fondés en communauté derrière Trump. Donc il y a l'identification à une communauté très bon chic, bon genre, on pourrait dire, qui peut se gausser de toute une frange de la population qu'on regarde avec beaucoup de condescendance. Et puis, donc l'agrégation de cette communauté-là crée l'autre communauté qui va constituer l'électorat de Trump. Donc Laurent de Sutter dit ce rire de connivence, ce rire de jouissance qui est le propre du scandale, de l'indignation, là en l'occurrence l'indignation face à la bêtise, à la monstruosité en quelque sorte, provoque en face de la rage. Et c'est ce que montre le film Joker très récemment. Oui, le film, c'est étonnant parce que ça n'a évidemment rien à voir avec le bouquin dont nous parlons. Mais déjà, la question du rire est au cœur, puisque le Joker est au départ un clown, donc il doit faire rire. On voit tout le travail sur le rire qui est effectué par Joaquin Phoenix dans le film, chercher son rire, suffoquer quand il rit. On voit ce que ça peut avoir comme dimension douloureuse. Et puis, il y a cette question du late show, puisqu'il se présente sur un late show, et le public et l'animateur, qui est joué par Robert De Niro, se moquent de lui. Et on voit donc ce rire de connivence face à un personnage qui est un déviant, quelqu'un qui est marginalisé socialement, qui se croit drôle mais qui n'est pas drôle, et toute cette communauté, toute la violence du rire qui stigmatise, qui rejette. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on voit dans le film à quel point, en fait, ce rire de connivence va en face provoquer le rire grimaçant, le rire de rage, en fait. Et donc, le soulèvement à la fin. Et donc, ce que dit Laurent de Sutter, c'est que c'est la rationalité du scandale, c'est une rationalité du pouvoir, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tellement d'altérer le cours du monde, mais d'altérer les conversations sur le cours du monde, c'est-à-dire de distinguer en quelque sorte les bonnes conversations, les conversations distinguées, les conversations intelligentes,
et les autres, c'est-à-dire de scinder la population en deux communautés distinctes qui vont s'affronter avec le triomphe de celle qui a la hauteur de vue et qui s'indigne avec raison. Il y a toujours derrière cette rationalité du pouvoir, l'expression peut paraître un peu peut-être abscon pour des étudiants, mais c'est la volonté d'avoir toujours raison en fait. La raison cherche à avoir raison, à avoir le dernier mot en réalité. Ça peut se passer par le rire. Il y a une autre affaire qui nous parle directement d'indignation, et on va bien sûr penser que c'est légitime tout de suite, mais on va essayer de comprendre le mécanisme, c'est l'affaire MeToo. Là aussi, on est dans un registre d'un scandale public, une parole qui se libère, et une indignation publique sur les pratiques d'un homme, au départ Weinstein, et puis on voit toutes les ramifications, et ensuite l'enclenchement par les réseaux sociaux d'une montée en indignation. Oui, et alors ce que dit Laurent de Sutter, c'est que dans cette affaire de MeToo, le scandale n'est pas forcément là où on pourrait le penser. C'est-à-dire qu'on a vu que le scandale permet la constitution d'une communauté. Mais pour que l'identité de cette communauté se stabilise, il faut parfois d'autres scandales qui vont appuyer en fait l'espace de cette communauté. Alors dans l'affaire MeToo, on a donc toutes ces femmes qui vont chacune s'identifier comme victime de harcèlement avec le hashtag MeToo. Et puis on a la tribune de femmes françaises dans Le Monde quelque temps après, donc Sarah Chiche, Catherine Deneuve, etc., dont le propos, très schématiquement, est de dire que derrière chaque désir, derrière le désir, il y a souvent de la violence. Et que c'est en tout cas le cas dans la culture française. Oui, à mettre en opposition une sorte de puritanisme américain qui atteindrait le monde entier et une culture française de la séduction qu'elle ne cherche pas forcément à justifier, mais en tout cas en invoquant les racines de violence qui peuvent exister derrière le désir humain et masculin, évidemment. Voilà, exactement. En fait, c'est là que se situe le véritable scandale, en réalité. Ces femmes, et c'est pour ça que en fait, ça n'était pas audible pour toute la communauté MeToo, ces femmes disent oui, mais attention, parce qu'on peut regarder les pratiques localement, et donc peut-être envisager les choses différemment en fonction des divers endroits d'où l'on parle en fait, géographiques, endroits géographiques, culturels, etc., etc. Or, la nouveauté et la puissance du mouvement MeToo réside dans son universalité. Et donc là, ces femmes mettaient en danger le mouvement, c'est-à-dire remettaient en question justement son universalité, ce qui était impossible. Donc là, il y a la nécessité du sacrifice, en fait. Il faut sacrifier ces femmes. Hein. Ces femmes pétitionnaires. Hein. Oui, ces femmes pétitionnaires, pardon. Les femmes, donc, autrices de la tribune. Donc, pour solidifier la communauté MeToo, pour que l'identification opère à plein régime, il faut les sacrifier. Donc là, on est face à une rationalité de la disqualification, en quelque sorte, où il faut une victime expiatoire, un sacrifice, en fait, pour que la communauté se fonde. Oui, donc il y a non seulement la communauté qui s'unit, hein, qui fait consensus et qui fait corps, mais il faut un autrui, le tiers, qu'on va disqualifier pour ressouder et renforcer encore la communauté. Ce que dit Laurent de Sutter à un moment donné, c'est qu'on est dans une logique qui s'apparente à celle du western. Il y a deux camps, quoi. Il y a le méchant et le gentil, et il ne peut pas y avoir de position entre les deux. C'est ça, il y a une radicalité absolue du scandale. Et d'ailleurs, le scandale est forcément intense, il est forcément presque violent en fait, intrinsèquement. Par exemple, dans MeToo, il fallait sacrifier ces femmes-là, même au nom de la dénonciation de la violence d'un certain masculin. Donc, il faut qu'il y ait scandale pour qu'il y ait identification. Là, en l'occurrence, il y a deux camps, celui des victimes qui s'identifient grâce au hashtag, et puis MeToo, voilà, grâce au hashtag MeToo, et puis le reste des femmes qui donc refusent
d'en faire partie d'une certaine manière. Et donc là, on a les bons, les méchants, quelque chose de très dichotomique, de deux camps vraiment distincts. C'est la raison pour laquelle il parle de rationalité, de western en fait. Ouais. Et on voit face à ces femmes qui vont apporter un autre message ou face au scandale, on invoque une loi supérieure en fait. On dit voilà, ce n'est pas discutable, le scandale est universel, on ne va pas le rendre local, il est universel. Et on a retrouvé ce caractère universel total de la loi avec un autre scandale, c'est celui de la mort d'Elan. Je vous rappelle la photo, elle est célèbre, elle a connu une diffusion dans le monde entier tout de suite, virale. C'est cet enfant qui a été retrouvé sur une plage turque, face contre terre. Donc on a toute l'image des migrants qui nous vient tout de suite. Et ça a transformé profondément l'opinion publique. Certains s'interrogeaient par la raison. Est-ce que ces flux migratoires, il faut les contenir? Est-ce qu'il faut accueillir? Et là, il y a eu une sorte de raz-de-marée d'indignation en disant il faut faire accueil à ces enfants, à ces peuples qui migrent et qui n'ont pas de refuge. Et là, on est dans le message, la loi supérieure, c'est on ne peut pas laisser des gens mourir. Oui, effectivement, cette photo, donc, il y a quand même eu un impact réel, enfin, et dans le réel, hein, puisque ça a changé, au moins temporairement, effectivement, l'image des réfugiés, de l'accueil, en fait, la question de l'accueil des réfugiés en Europe. Cette photo, en fait, c'est tous les impossibles, c'est-à-dire qu'il y a la mort, il y a l'enfance, il y a la guerre, et en fait, c'est les absolus. Et finalement, c'est toute l'humanité qui est résumée dans cette photo, donc une sorte d'autoportrait finalement. Et là, le scandale, c'est en quelque sorte plus jamais ça. Par rapport à cette photo, une double obscénité, c'est-à-dire qu'il y a l'obscénité de ce qui se passe en Syrie, des réfugiés, de la réalité syrienne, et puis l'obscénité de ceux qui vont se détacher, prendre de la distance par rapport à cette photo, voire, là encore, émettre un rire par rapport à cette photo. Et il y a un dessin à ce moment-là de Riz qui fait scandale dans Charlie Hebdo, dont la légende c'est « Ah ben voilà, l'Europe est chrétienne, les chrétiens marchent sur l'eau et les enfants musulmans coulent. » Voilà. Ce qui était absolument inacceptable du point de vue justement du scandale. Parce que ceux qui refusaient à ce moment-là l'indignation totale, radicale, hein, telle qu'on vient de la décrire, d'une certaine manière s'extrayaient du champ de l'humanité. Ils disaient « Ah ben non, 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 moi ça ne me concerne pas ». Or, ça ne peut pas ne pas concerner. Et là où Laurent de Sutter pointe bien la chose, c'est que cette justification morale très forte est aussi un trait du scandale. C'est-à-dire que c'est une rationalité du devoir. Là, c'est une rationalité du devoir, de l'obligation, de l'impératif, puisque c'est quelque chose qui dépasse la politique, puisqu'on touche à l'absolu de l'humanité. Et donc, on ne va pas s'indigner là en fonction de ses opinions, de ses croyances, de son positionnement politique. Non, on va s'indigner parce qu'on ne peut rien faire d'autre que de s'indigner. Parce qu'il y a derrière l'indignation la vérité de l'humanité. Et Laurent de Sutter dit en fait quelle est aussi la force de l'indignation, c'est que dans la grande majorité des cas, c'est une question de vie ou de mort. Oui. Et c'est justement là la question insurmontable de la mort qu'on doit prendre en charge dans la vie. On l'a vu, l'indignation nous ramène dans l'espace du vivant, du commun, du partage. Il y a, puisqu'on a parlé de caricatures, d'autres caricatures qui ont créé une tension intense dans les communautés, c'est l'affaire des caricatures de Mahomet. Oui, alors là, on est face à un cas où on est vraiment dans les moyens qu'utilise le scandale pour se propager, c'est-à-dire la raison. Dans cette affaire, donc il y a les caricatures de Mahomet et puis dans la presse, et donc la défense de la liberté de la presse. En fait, c'est au nom de la liberté de la presse que ces caricatures sont publiées.
Absolument, c'est ça. En réalité, derrière la défense de la liberté de la presse, on assiste à une forme soft de guerre de religion, en gros, hein, où la raison et les outils, les instruments de la raison sont du côté de la liberté de la presse exclusivement. Donc, il y a débat sur les moyens du débat, hein, c'est-à-dire, c'est ce que dit Schopenhauer. D'un côté, il y aurait la raison avec les outils de la raison, et puis de l'autre, les passions qui détourneraient en quelque sorte les instruments de la raison pour cultiver le mensonge, etc. Laurent de Sutter dit oui, enfin, de toute façon, derrière n'importe quel débat, il y a passion, hein, et il y a émotion. Et là, dans cette affaire, ce qui a été insupportable dans les milieux musulmans, c'était qu'ils étaient stigmatisés dans cet article et donc rejetés du côté de l'émotion, parce qu'ils n'avaient plus le choix finalement par rapport à cet article, c'est-à-dire que où ils réagissaient, et là ils étaient traités d'hystériques extrémistes, ou ils ne réagissaient pas, et d'une certaine manière ils s'abjuraient en tant que croyants. Donc ils étaient coincés et rejetés hors du débat finalement, puisque considérés comme uniquement mus par les émotions et par les passions. Et donc finalement, ce qui était terrible dans les milieux musulmans, ce qui a été très mal perçu, c'est pas tellement la méfiance vis-à-vis de la communauté musulmane qui transparaissait dans ce papier qui était problématique, c'était que cette méfiance, voire cette haine dans ce papier, prenait les oripeaux de la raison, utilisait les instruments de l'argumentation, etc. Et donc, c'est aussi au cœur du scandale, au cœur de l'indignation, comme on le disait au début, c'est-à-dire que loin d'être dépouillée de toute raison, l'indignation fonctionne parce qu'elle est raisonnable. L'indignation, c'est la raison. Et la propagation de l'indignation est aussi la raison. C'est-à-dire que la raison va se déployer, va se propager jusqu'à prouver qu'elle a raison, en quelque sorte. Hein. Donc, c'est un exemple parfait d'escalade en fait, d'arguments raisonnables qui mettent de l'huile sur le feu de chaque côté, tout ça pour porter la raison, en fait, au nu, finalement. On le voit, si on est face au scandale, on est dans une logique, et l'étymologie nous renvoie à ça, de quelque chose qui nous piège. Est-ce qu'il y a une façon de sortir des termes tels qu'ils sont posés? Là, on l'a vu à travers 4 exemples. On se retrouve piégé par sa propre indignation, même si dans un premier temps, elle nous soulage, elle nous fait du bien, elle nous fait sentir vivant. Est-ce qu'il faut se dégager et comment? Alors, en fait, ce que dit Laurent de Sutter, c'est qu'effectivement, l'indignation, c'est un système. C'est-à-dire, je suis indigné parce que je suis indigné, et parce que je suis indigné, j'ai raison. Voilà. Ouais. Donc, comment sortir effectivement de là? Eh bien, tout simplement, la première chose, ce serait d'accepter d'avoir tort. Merci Delphine. Merci.